tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci d'être une fois encore des nôtres. Les mauvaises notes, vous l'avez sans doute appris, décidément, l'État béninois continue d'en engager auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre les nombreuses condamnations restées pour l'heure sans suite, la Cour d'Arusha ne baisse pas les bras. Oui, elle aura sorti une nouvelle condamnation. Dans une décision en date du 27 novembre 2020 qui fait couler assez d'encre et de salive, elle fait obligation au Bénin d'abroger la loi portant révision de la Constitution avant la présidentielle de 2021. Aussi invite-t-elle à une recomposition express du COSLEPI. La décision, qui ressemble pour certains à une plaisanterie de mauvais goût, n'en serait pas une. De quoi s'agit-il? De quoi retourne une telle décision? Eh bien, nous en débattrons dans un instant. Abrogation exigée de la loi modifiant la Constitution avant tout scrutin. La CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, toujours dans ses attributions. Le sujet au menu donc de votre émission du jour pour un débat purement technique, faute de disponibilité des politiques. Et déjà, en notre compagnie sur ce plateau, Nathaniel Kitty, politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques. Nathaniel Kitty, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Cet instant de compréhension, décryptage au fond de la dite décision. En face de vous, monsieur Fatih Ousmane, observateur de la vie politique. Il est avocat au barreau de Dijon en France. Il a accepté donc d'apporter aussi son grain de sel pour la compréhension autour de cette décision. Maître Fatih Ousmane, bonjour à vous. Bonjour Joaillier Tonji, bonjour à Monsieur Kitty. Je suis content d'être face à Monsieur Kitty aujourd'hui pour un débat technique qui sera dépassionné et qui, je l'espère, sera utile à la compréhension de ce qui nous arrive, que moi je qualifierais de victoire du peuple béninois. Oh, qu'est-ce que j'entends là? Victoire du peuple béninois, cette décision. En tout cas, je ne vous le fais pas dire, il y a une voix, pas des moindres, que je t'ai espéré, son nom espéré, m'a posé la question, la suivante, c'est encore quoi cette décision? Est-ce que ça fait sérieux, monsieur le journaliste? Mais je ne suis pas la voix très indiquée pour apprécier, purement technique. Je me retourne alors vers vous et je vous pose banalement cette même question. C'est encore quoi cette décision-là? Est-ce qu'elle est sérieuse là? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'elle est sérieuse. Elle est sérieuse pour deux raisons. Allez-y. D'abord, quand une juridiction est saisie, la première chose qu'elle vérifie, c'est sa compétence pour connaître de la requête, de l'affaire, du différend. Et quand vous lisez les deux décisions qui ont été rendues, la Cour s'est déclarée compétente. Donc, la décision est sérieuse. Étant donné que dans les moyens de défense, l'État béninois a contesté la compétence de la Cour et ces moyens ont été rejetés. Ça se passe tous les jours dans les juridictions au Bénin. Deuxièmement, vous allez vous poser la question de savoir, la Cour africaine des droits de l'homme s'occupe de quoi? C'est clair, hein? Quand vous prenez le communiqué à la fin, ça a été indiqué. Je vous lis, c'est juste 4 lignes. Allez-y. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et différends qui lui sont soumis concernant l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifié par les États concernés. Est-ce que le Bénin a ratifié la Charte africaine? La réponse, c'est oui. Encore la particularité du Bénin, quand vous prenez la Constitution, vous allez constater que la Charte a été annexée à la Constitution béninoise et fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, la décision de la Cour est très sérieuse. La décision de la Cour est très sérieuse. Au regard de vous, votre démonstration, je me retourne vers Maître Fatih Ousmane. La même question, mais vue sous un autre angle. La Cour, Maître Fatih, au regard des données que vous avez en votre position, est-elle fondée à rendre une telle décision?
Alors, non seulement elle est fondée, mais en plus, il faut, comme vient de le rappeler le chercheur Nathaniel Kitty, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie intégrante de l'ordre juridique national béninois. C'est important de le dire parce qu'il y a un discours un peu ambiant qui circule un peu, qui est faussement alimenté, qui consisterait à délégitimer la compétence de la Cour en la faisant passer pour une sorte d'instrument, enfin une sorte de juridiction instrumentalisée par des puissances d'argent qui circuleraient un peu partout. Il n'en est rien. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples existe parce que des États africains ont décidé de la créer. Elle existe parce que ces mêmes États ont décidé de l'intégrer dans leur ordre juridique national, c'est le cas du Bénin notamment, même si notre pays a voulu se retirer du protocole permettant à ses citoyens de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans les domaines qui sont les siens sont non seulement applicables au Bénin, contraignantes au Bénin et exécutoires de droit et d'office au Bénin. Et ce n'est pas la disposition actuelle du gouvernement béninois qui consiste à se vautrer dans la violation de ses propres lois, mais encore des dispositions et des textes internationaux, y compris des décisions rendues par les juridictions internationales, qui viendra remettre cela en cause. Alors très clairement, le discours qui consiste à délégitimer une juridiction, il est classique. Cependant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ce n'est pas la première fois qu'elle se prononce contre le Bénin depuis 2016. Et c'est cela qui est symptomatique. C'est depuis 2016 que nous en sommes aujourd'hui, je crois, à au moins 5 ou 6 décisions rendues contre notre pays pour des cas de violation des droits de l'homme, des cas de violation des libertés publiques et individuelles. Et là, on a l'illustration la plus flagrante de ce que notre pays s'inscrit de manière constante, déterminée et dangereuse dans des violations des droits des citoyens et là, en l'espèce, du droit des citoyens à participer à la gestion des affaires publiques béninoises. Alors, je comprends un peu la gêne actuelle de nos dirigeants parce que cette décision tombe un peu comme un cheveu sur la soupe avec la tournée électorale du chef de l'État qui parle d'un faux pardon, d'une réconciliation totalement artificielle et qui voudrait que nous balayions d'un revers de la main tout ce qui a été fait depuis 2016. Et cette Cour vient nous rappeler à l'ordre et vient rappeler le chef de l'État et le régime à l'ordre en lui disant que vous avez beau fuir la justice, elle vous rattrape toujours un peu comme la patrouille. Donc oui, la décision non seulement elle est exécutoire, mais elle s'impose aux Béninois, elle s'impose à l'État béninois. Et cet État, s'il ne veut pas quitter la catégorie d'État voyou pour devenir un État délinquant, devrait, de mon point de vue, respecter cette décision et s'apercevoir de ce que cette dernière ordonnance, il y en a deux globalement, hein, cette dernière ordonnance vient dire qu'il y a un risque pour la paix sociale, il y a un risque pour l'équilibre social que nos pères fondateurs de 90 ont amené et ont imposé au Bénin. C'est important de le dire. Maître Fatiou, vous avez fait le tour de la question, plusieurs questions que beaucoup se posent, mais en une première intervention, vous avez tout balayé. Je reviendrai graduellement sur certains aspects. Mais avant, permettez, je pose cette question-là d'abord au professeur Nathaniel Kitty. Alors, lorsque la Cour en vient à sortir cette décision très forte, tout de même, abrogation de la loi modifiant la Constitution, mais ne s'arrête pas là et ajoute avant la tenue de tout scrutin. On est à quelques mois du scrutin. Est-ce que, franchement, c'est toujours l'application de la loi qui amène à ça? Non, le point qui se pose pour le Bénin, je pense que Maître Fatiou l'a dit tout à l'heure, c'est ahurissant ce que nous vivons depuis 2016. La Cour constitutionnelle du Bénin aurait dû faire ce travail que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de faire. Parce que il y a plusieurs décisions qui avaient été rendues par les formations précédentes et qui ont consolidé la Constitution du 11 décembre 1990
en allant puiser les options fondamentales de la conférence nationale. Et déjà à partir de 2000 et à partir de 2006, il y avait eu ce principe du consensus national qui avait été dégagé. Et en plus de ce principe, il y a plusieurs décisions qui sont venues encore renforcer l'édifice. Mais il se fait que la révision qui a été faite, la loi modifiant la Constitution qui a été adoptée en 2019, n'a respecté aucun de ces principes. Et on a été surpris de constater que la Cour l'a validé de manière expéditive. Donc, déjà à l'interne, le problème se posait. Maintenant, devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle n'est pas compétente pour contrôler la constitutionnalité d'une loi modifiant la Constitution, mais elle a vérifié si la loi qui a modifié la Constitution est conforme aux principes et aux valeurs qui figurent dans la Charte africaine des droits de l'homme. Et quels sont les principes qui ont été remis en cause là? C'est ainsi que Maître Fatou a rappelé un principe tout à l'heure, le principe de menace à la paix. Il y a aussi le consensus qui figure dans le protocole à la Charte sur la bonne gouvernance. Et la Cour africaine a rappelé que cette disposition de la Charte n'a pas été respectée. Et au-delà de cela, la Cour a rappelé que le processus ayant abouti à la modification de la Constitution est un processus expéditif. Il n'a pas permis de vulgariser la loi qui devrait modifier la Constitution et de telle manière que les populations allaient en prendre connaissance et opiner. Donc, la Cour a soutenu que le droit à l'information a été violé. Quand vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous lisez, vous retrouvez les dispositions. Et la Cour a rappelé la plupart de ces dispositions dans sa décision. Elle les a toutes rappelées. Vous prenez par exemple certaines dispositions qui ne figurent pas dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour les a rejetées. Parce qu'il y a l'impartialité, par exemple, la menace sur l'impartialité, la personne du président de la Cour constitutionnelle. La Cour a rejeté ces arguments qui sont contraires à la Charte africaine. Donc, sur les autres... Oui. La question du consensus, par exemple, a été... Le droit à l'information, la menace à la paix, tout ça figure dans la Charte africaine. Ah bon, donc c'est sûr du concret ça, c'est du que concret. Ça a été tranché. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision? On appelle à abroger une loi sur la Constitution qui est quand même importante pour le scrutin qui s'annonce. Et on dit, avant la tenue de tout scrutin, qu'on aille à l'abrogation. C'est vrai que quand vous prenez la Constitution, il y a quelques difficultés à ce niveau. À quel niveau? Le rapport du traité avec la Constitution, le rapport du traité avec la loi, il y a quelques difficultés à ce niveau-là. C'est vrai que, en ce qui concerne le rapport du traité avec la loi, c'est clair. Il n'y a pas de problème. C'est une valeur supérieure à la loi. Mais lorsque vous prenez le rapport du traité par rapport à la Constitution, vous voyez, il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui soutiennent que les traités ont une valeur inférieure à la Constitution. Il y a d'autres qui soutiennent le contraire. Que les traités vous parlez de la polémique autour, oui. Voilà, la valeur ont une valeur supérieure à la Constitution. Mais la particularité dans le cas du Bénin, oui, c'est que la Charte africaine des droits de l'homme est annexée à la Constitution béninoise. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Donc, elle fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, si on veut contrôler
la conformité d'une loi par rapport à la Constitution, en ce qui concerne les questions des droits de l'homme et autres, on peut utiliser également la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, il y a ceux qui soutiennent que, étant donné que la Cour constitutionnelle a déclaré que la loi qui modifie la Constitution est conforme à la Constitution, il n'y a plus de raison que une juridiction supranationale soit compétente pour vérifier la conformité. Or, ici, il ne s'agit pas de vérifier la conformité de la loi à la Constitution, mais il s'agit de vérifier la conformité de la loi aux droits qui figurent dans la Charte africaine des droits de l'homme. Donc c'est sur ce point que la Cour est intervenue. Maintenant, il reviendra à l'État béninois de se conformer à la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'État béninois le fera-t-il? Si vous prenez, il y a une dernière décision que la Cour constitutionnelle même a rendue le 19 novembre. Tout à fait, qui fait polémique aussi. Dewidi, la Cour constitutionnelle est allée puiser dans les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour déclarer qu'une décision rendue par la Cour de justice de l'UEMOA a violé la Charte en ce qui concerne la conformité de la décision de la Cour de justice de l'UEMOA à la Charte africaine des droits de l'homme, notamment les dispositions sur les droits humains, le droit à la défense. C'est dit que, selon cette décision, vous allez constater l'affirmation de ce que le traité a une valeur inférieure à la Constitution. Mais par ailleurs, lorsque vous prenez d'autres décisions, vous allez vous rendre compte que le traité a une valeur supérieure à la Constitution. Donc il y a un embrouillamini total qui se trouve à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la question fondamentale. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on évolue justement parce que les Béninois, eux, veulent savoir. Dans le concret, quel lien établi avec cette décision? Je parlais des conséquences, mais la fenêtre ouverte m'oblige à revenir un peu en arrière, en entendre revenir sur les questions des conséquences, car les Béninois veulent vraiment savoir. Alors, je demanderais à Maître Fatih Ousmane, on part des questions de principe ici. Si la Cour a dû statuer, c'est en se basant sur les principes établis. Et dans cet ordre-là, on doit être unanimement d'accord pour reconnaître que tenir une élection à bonne date fait partie des principes sacro-saints qui fondent la Constitution béninoise. Lorsqu'on en arrive à demander à ce qu'on aille abroger une disposition comme celle-là, est-ce qu'on ne risque pas de mettre en cause la tenue du scrutin à bonne date, celle de... Joël, c'est intéressant cette question-là parce qu'elle rejoint quelque chose, une tribune qui avait été publiée il y a quelques mois, enfin peut-être même en 2019 par le professeur Victor Tompanou lorsqu'il disait que tout était possible s'adressant au chef de l'État Patrice Talon. Je pense que les décisions que nous sommes en train de commenter aujourd'hui rendent tout possible parce qu'elles permettent au chef de l'État, aujourd'hui plus que jamais, plus encore qu'en 2019 lorsqu'il organisait son dialogue politique, elle permet au chef de l'État de tout remettre à plat et de s'assurer, et ça c'est intéressant, c'est même important, de s'assurer que non seulement il aura fait avancer la situation politique, mais qu'il va recueillir le consensus national, parce que s'il y a une chose, ou s'il y a un ensemble de choses sur lesquelles les Béninois, de toutes tendances confondues, opposition, résistance, au régime, aux gouvernants, et même société civile et citoyens, s'il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord tous aujourd'hui, c'est pour dire que cette élection 2021 devra se tenir dans des conditions équitables, de respect des principes essentiels qui sont ceux qui sont issus de la Charte africaine des droits de l'homme des peuples et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de notre propre Constitution du 11 décembre 1990, et que cette élection, pour qu'elle se tienne dans ces conditions-là, il faut que toutes les lois chrysogènes, toutes les lois mortifères qui ont été votées et qui ont permis des situations comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec un scrutin communal
illégitime, illégale, parce qu'une ordonnance de la CADHP a demandé au Bénin de suspendre sa tenue. Cette révision constitutionnelle intervenue alors que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de dire que le consensus national n'avait pas été respecté, que le droit à l'information des citoyens n'avait pas été respecté, qu'il y a même une menace à la paix. Vous vous rendez compte, les mots qui sont employés, une menace à la paix au sein du pays. Ces décisions-là offrent aujourd'hui la possibilité au chef de l'État de réunir l'ensemble des citoyens et de dire « j'ai compris ce que me dit et que me signale la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples parce que je suis président, parce que je suis patriote, parce que j'aime mon peuple et mon pays, je voudrais remettre tout à plat ». Il y a la possibilité aujourd'hui de recueillir le consensus national. Et dans le cadre de ce consensus national, Joël Tondi, on peut bien évidemment revenir sur des lois et tenir l'élection à bonne date. Attention, à bonne date, le 6 avril à minuit ou le 5 avril à minuit, le président Patrice Talon n'est plus président de la République du Bénin. Donc il faut, aujourd'hui, nous sommes à peu près 5 mois de la tenue et du renouvellement du mandat du président de la République. Donc la décision de la CADHP vient dire que tout est possible maintenant, et c'est le moment de le faire. D'ailleurs, la CADHP a fixé des délais dans lesquels le Bénin doit se prononcer pour respecter cette décision. Le droit, qu'il soit national, qu'il soit international, ce n'est pas à la carte. On ne vient pas au restaurant pour choisir ce qu'on veut, prendre tel menu et puis ne pas prendre le dessert. C'est du droit et ça s'impose à tous. On n'a pas à faire une interprétation partisane, partielle ou même dévoyer des textes. Les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples viennent clairement rétablir les citoyens béninois dans leurs droits. Alors, aujourd'hui, oui, la vraie possibilité, et je vous laisserai la parole dans quelques secondes, la vraie possibilité pour le chef de l'État, c'est d'envoyer un signal fort aux Béninois en leur disant « j'ai entendu ». Je vous ai parlé de réconciliation. Manifestement, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples m'a suivi et me demande de me réconcilier avec vous. Chiche. Ah bon. Écoutez, j'imagine bien la réaction du chef de l'État. En entendant, on l'aura d'ici mercredi, pourquoi pas. Mais quelles pourraient être les implications lorsqu'on suit Maître Faty Ousmane? Les implications sont simples. D'abord, la loi de 2019 qui modifie la Constitution tombe. D'office. D'office, elle tombe d'office. Donc les préoccupations liées au parrainage, le poste de vice-président, ainsi de suite. Tout ça tombe. Tout ça tombe. C'est la conséquence, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que le travail que le COSLEPI est en train de faire actuellement tombe également. Étant donné que... Vous ne donnez pas d'illusion à ceux qui... Non, mais la décision est là. Je peux vous lire ce que la Cour... Continuons avec les implications. Nous les avons lues. On veut des regards scientifiques comme les vôtres. La Cour est claire. Donc, le travail que fait actuellement le COSLEPI tombe. Le COSLEPI devra arrêter ce qu'il est en train de faire là? En principe, la liste électorale qu'il est en train d'élaborer, ça tombe. Et ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est que si la décision de la Cour doit être respectée, oui, il faut que l'opposition fasse partie du COSLEPI. Or, lorsque vous prenez le code électoral de 2018, vous allez voir la composition du COSLEPI, c'est la majorité ou la minorité. Tout ça, et dans le code de 2013, c'est l'opposition et la mouvance présidentielle. Pour que l'opposition figure, parce que ce sont des députés qu'on désigne dans le COSLEPI, pour que l'opposition figure dans le COSLEPI, il faut qu'elle ait des députés à l'Assemblée nationale. Non, mais ne dites pas... Suivez. Non, la logique, c'est ça, Joël. Pour que l'opposition ait des députés à l'Assemblée nationale, il faut qu'elle participe aux élections législatives. Pour qu'elle participe aux élections législatives, il faut que les élections législatives soient reprises. Mais écoutez, c'est la conséquence. Ce qui se demande, si la Cour est sérieuse, c'est non pas raison. Mais on ne peut pas faire une élection. Non, on ne peut pas Monsieur Nathalie Kitty, on a 5 mois. Écoute, on ne peut pas faire une élection
sans la liste électorale. On est d'accord? On est d'accord. Et pour que la liste électorale puisse permettre une élection transparente, il faut que l'opposition soit dans l'institution qui élabore la liste électorale. Tout à fait. Pour que l'opposition soit dans l'institution qui élabore la liste électorale, telle que les tests ont été votés, il faut que les élections législatives soient reprises. Alors la conséquence en sera que il faut aujourd'hui dialoguer. Ok. Il faut dialoguer avec l'opposition pour trouver la formule. S'il faut ouvrir une transition pour permettre de tout réorganiser avant d'organiser les élections générales, il faut ouvrir la transition. Que dites-vous là? Organiser une transition au sommet de l'État? Bien sûr, mais écoutez, conformément à le mandat du chef de l'État conformément à cette décision de la Cour africaine, le mandat du chef de l'État finit le 5 avril 2021. Okay. Le 6 avril 2021, on est tous d'accord. Il n'est plus chef de l'État. En Donc principe. les élections, le décret qu'il a pris le mercredi passé pour organiser les élections le 11 avril 2021, le décret tombe. Le décret est tombé, il n'existe plus. Donc si le décret est tombé, comment organiser les élections? Il faut les organiser avant le 5 avril 2021. Pour les organiser le 5 avril 2021, il faut avoir une liste électorale. Pour avoir une liste électorale, si on doit se conformer à ce que la Cour dit, il faut que l'opposition fasse partie. Alors, il faut dialoguer avec l'opposition pour trouver la formule avec laquelle il faut organiser. Quand vous suivez l'urgence tout de suite, c'est d'aller rapidement... Ouvrir un dialogue avec l'opposition, échanger avec l'opposition pour voir la formule avec laquelle une liste électorale peut être élaborée. Maintenant, les questions de parrainage, de vice-président et autres, tout ça, c'est déjà tombé. Si on a une liste électorale consensuelle, la Sénat n'est plus le problème, même si à l'interne, telle qu'elle s'est comportée par le passé, elle-même est suspicieuse. La Cour constitutionnelle, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est suspicieuse. Donc toutes ces questions peuvent être versées dans le dialogue et trouver une formule. S'il faut ouvrir, moi je pense qu'aujourd'hui, avec cette Sénat, avec cette Cour constitutionnelle, il faut ouvrir carrément une transition. Il faut ouvrir carrément une transition et trouver un organe qui va jouer le rôle de la Sénat, le rôle de la Cour constitutionnelle, le rôle de la HAC qui persécute les journalistes tous les jours. Trouver un organe qui va jouer ses rôles, un organe consensuel dans lequel vous allez voir les représentants des partis politiques, de la société civile, conduire la transition. On peut trouver une personnalité consensuelle pour diriger la transition, comme on peut maintenir le chef de l'État et lui adjoindre un premier ministre comme en 90 pour conduire la transition. Les exilés vont rentrer, faire la paix et organiser de nouvelles élections. Moi, je pense que c'est la meilleure formule. Parce qu'avec cette Cour constitutionnelle, avec ce Sénat, on ne peut avoir rien de bon. Mais vous êtes péremptoire. Oui. Maître Fatiou, est-ce que là, la Cour africaine ne conduit pas le Bénin plutôt sur une pente glissante? Non, ce n'est pas la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a conduit le Bénin sur la pente du recul démocratique et du déclassement démocratique. Ce sont nos autorités politiques depuis 2016 qui ont fait ce travail-là. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'a fait que constater, saisie par des citoyens, c'est pas saisie d'office, elle ne peut pas se saisir d'office. La Cour africaine a constaté ce que est devenu le Bénin et qui l'eût cru en moins de 4 années, avec une série de violations des droits de l'homme, une série de violations des instruments internationaux de protection des citoyens. Aujourd'hui, la Cour ne fait que conforter ceux d'entre les citoyens qui critiquent cette déclassification, cette dégénérescence institutionnelle et démocratique dans laquelle nous sommes depuis quelques années, qui maintenant est totalement assumée. Donc la Cour africaine de droits de l'homme, il faut absolument que, et j'invite nos concitoyens qui sont encore dubitatifs et un peu suspicieux sur le rôle de cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à aller sur son site où ils verront qu'elle ne s'occupe pas que du Bénin. Heureusement, rien qu'en octobre-novembre, il y a eu au moins 6 décisions qui ont été rendues contre la Tanzanie, contre le Ghana, contre le Rwanda, contre le Burkina Faso. Donc la Cour s'intéresse à la protection des citoyens sur leur liberté. Donc comme le disait le professeur tout en reconnaissant le rôle de la Cour, est-ce que ce ne serait pas
bon aussi d'être à l'écoute de tous. Et quand on parle de tous, et on suit aussi le chef de l'État dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle dynamique où officiellement, il a promis que les prochaines élections seront inclusives et les grandes formations politiques pourront tous participer au scrutin. Est-ce que ce n'est pas suffisant que de demander aujourd'hui à ce qu'on aille, votre vis-à-vis le dit, peut-être que vous ne partagez pas le point de vue, aille à une transition? Est-ce que ça ne fait pas plus de risques pour le Bénin? Écoutez, moi je suis avocat. L'avocat que je suis a un peu de mal à laisser l'auteur du préjudice qu'il a subi lui proposer la solution. Je pense que le chef de l'État, dès lors qu'il a lui-même, de par ses fonctions, de par la puissance politique et publique qui est la sienne, induit et conduit notre pays dans la situation politique institutionnelle dans laquelle il est, ce chef de l'État n'est plus habilité ni légitime à conduire le processus qui va nous permettre de revenir à une situation normale, c'est-à-dire à la situation de notre Constitution du 11 décembre 1990. Le président Patrice Talon affiche aujourd'hui une bonne volonté que moi je qualifie de façade parce que par le passé, il nous a démontré que ces discours-là n'étaient pas suivis d'effets. Donc les décisions aujourd'hui viennent non seulement replacer les citoyens béninois au centre du débat, mais surtout leur donnent aujourd'hui leur pleine place, leur entière place dans la reconquête de leur liberté. Aujourd'hui, et avec la complicité du professeur Kitty, moi je mettrai dans les prochains jours en ligne un modèle de requête que j'inviterai tous les Béninois de 40 ans en bonne santé, en situation fiscale réglementaire, à compléter, à personnaliser et à adresser à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour que massivement nous reprenions notre place dans notre cité pour dire à nos dirigeants actuels que ça ne peut plus continuer. Nous avons les symptômes, nous avons les signaux de ce que si le gouvernement et le régime s'entêtent, nous allons droit dans le mur. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples l'a dit, et ce n'est pas anodin. Quand vous lisez bien la motivation, elle parle de menaces pour la paix sociale, de troubles, enfin de menaces presque, de troubles à l'ordre public, parce que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui nous réservent des élections et un scrutin tendu, un scrutin peut-être meurtrier parce que nous avons vu ce que cela a donné en 2019, et il est peu probable que les Béninois se laissent voler leur élection présidentielle, qui est quand même la reine des élections. Ce n'est pas au président Patrice Talon de choisir, c'est aux Béninois de reprendre leur liberté et de reprendre le chemin de leur démocratie, et surtout aujourd'hui, comme le disait le professeur Kitty, de revenir à la seule constitution aujourd'hui qui est en mesure d'être appliquée dans notre pays, c'est celle du 11 décembre 1990, qui est issue d'un référendum, qui est issue d'une large discussion, qui est issue également d'un consensus national. Et je ne sache pas, sauf à ce que je me trompe, que cette constitution-là, depuis 1990, nous ait conduit à avoir des morts, comme on en a eu en 2019, malgré des élections à suspense, malgré des élections tendues. Je trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus au chef de l'État de nous expliquer ce qu'il faut faire ou de distribuer les bons points et d'ouvrir les vannes des récépissés. C'est aux Béninois de reprendre leur destin en main. Et cette décision-là nous le dit. C'est pour ça que pour moi, c'est une victoire du peuple béninois, c'est une victoire de la démocratie tellement chère aux Béninois et acquise avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de sueur. Quel pourra en être l'impact direct? On observera ensemble dans les tout prochains jours. Mais monsieur Nathalie Kitty, qu'est-ce qui pourrait motiver l'État béninois qui, par le passé, n'a pas pris en compte certaines décisions de cette Cour à faire le contraire cette fois-ci? Non. Vous savez, quoi, non? Au plan international, il y a la Convention de Vienne qui recommande l'application des dispositions qui sont prises, des décisions qui sont prises au plan international de bonne foi, l'application de bonne foi. Au-delà de l'application de bonne foi, je pense qu'il est aussi interdit aux États d'avancer la souveraineté comme obstacle à l'application
des décisions qui sont prises au plan international, étant donné que lorsqu'un pays ratifie un traité, il a cédé une part de sa souveraineté dans ce domaine-là. Donc, si on doit se conformer à cette situation normale, c'est que les décisions doivent être appliquées. On a déjà vu le Bénin. Mais nous avons un chef de l'État qui est de mauvaise foi dans ce domaine-là. Il n'a jamais accepté d'appliquer. Vous prenez la Constitution, c'est lui qui garantit l'application des décisions de justice. Il n'a jamais accepté l'application des décisions qui ont été rendues par la même Cour en faveur de M. Sébastien Adjavon. En 2020, il y avait eu une décision qui demandait la suspension de l'organisation des élections municipales. Il ne l'a pas respectée. Il va se mettre dans la même dynamique. Vous concluez déjà que c'est ce qui se passe. Ça m'étonnerait. Alors quel est vraiment l'intérêt de cette décision finalement, s'il va le faire? Ah non, ça s'est fait, il ne s'est rien passé. Cette décision a un grand intérêt. L'intérêt, c'est que d'abord, c'est une sanction morale pour le chef de l'État. Bon, si ce n'est que une morale. sanction morale au plan interne et au plan international. Et en plus de cela, ou bien au-delà de ça, tout Béninois peut se prévaloir désormais de cette décision pour contester l'organisation des élections sur la base de la loi de 2019 qui a modifié la Constitution. La conséquence en sera que s'il s'entête pour organiser les élections sur la base de cette loi, il peut y avoir des troubles à l'ordre public en 2021. Les élections peuvent être organisées dans des conditions où on peut assister à une situation plus dramatique que celle de 2019. Bon, en tout cas, bientôt, les démocrates auront leur récépissé, Maître Fatih Ousmane. Les FCBE ont déjà ce qu'il leur faut, même si à l'interne, ça grince un peu les dents. Lorsque les politiques seront prêts à aller à ce scrutin, la Cour africaine des droits de l'homme n'aura-t-elle pas une fois encore prêché dans le désert? Vous voyez, cette question est insidieuse, Joël Etondi, parce que une fois de plus, elle replace le chef de l'État au cœur du débat, puisque c'est lui qui a annoncé que les démocrates seraient désormais titulaires de leur récépissé. C'est lui qui a dit qu'il s'arrangerait et qu'il ferait en sorte qu'il y ait ce grand parti représenté à l'élection présidentielle de 2021. Parlons-nous, et a-t-il parlé à un moment des autres citoyens béninois qui ne sont pas encartés dans un parti politique et qui sont des gens de bonne moralité et qui ont des idées pour ce pays, qui ont des projets de société pour ce pays? Parle-t-il, par exemple, du professeur Frédéric Joël Aïva, dont la candidature est quasi actée et qui sillonne le pays depuis des semaines, depuis des mois, au contact des Béninois? Le chef de l'État veut se placer au centre du jeu parce qu'il sait que s'il ne s'y met pas, les choses lui échapperont. Donc moi je viens dire que ce n'est pas au président Patrice Talon de décider qui doit aller à l'élection présidentielle, et ce n'est pas au président Patrice Talon de décider qui doit recevoir son récépissé. J'ai 44 ans, je peux participer à cette élection présidentielle si je le souhaite. Frédéric Joël Aïva a peut-être un peu plus que moi, et il peut et il doit participer à cette élection. Ce n'est pas à Patrice Talon de décider de qui le fera. Et j'ajoute que tous les Béninois de 40 ans, en bonne santé et fiscalement à jour de leurs obligations, devraient et devront pouvoir participer à cette élection présidentielle. Nous ne sommes plus dans l'ère du papa qui déciderait de tout pour le compte de tous les autres. Le propriétaire du pays, ce n'est pas Patrice Talon, ce sont les Béninois. Ce sont l'ensemble des Béninois, de tous les citoyens béninois. Et c'est ce que dit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, puisqu'elle dit clairement qu'en faisant de telles réformes de la Constitution, des lois, en installant des institutions qui ne sont plus indépendantes et qui ne garantissent plus l'impartialité qui devrait être la leur. On n'a pas installé un État propice au développement des Béninois et à la paix et à la sécurité. On a installé un État pour soi et pour se garantir d'organiser et d'avoir son système personnalisé de fonctionnement. Pour quelles raisons? Moi, j'ai envie de vous dire, et je vous poserai une question simple. Même si vous n'y répondrez pas. Si le président de la République, comme ses soutiens, pensent qu'ils ont suffisamment fait pour ce pays,
qu'ils ont en 5 ans fait des choses extraordinaires que personne d'autre n'a pu réaliser, y compris ceux qui ont fait 10 ans au pouvoir. Et s'ils pensent que seule leur pensée et leur stratégie est la bonne, eh bien qu'ils ouvrent les élections et qu'ils laissent les Béninois leur dire « vous aviez raison, vous êtes les meilleurs, nous vous reconduisons pour 5 années supplémentaires », mais qu'ils le fassent dans le respect de la Constitution du 11 décembre 1990 et surtout dans le calendrier présidentiel. Alors, la Cour africaine des droits de l'homme et sa nouvelle décision, professeur Nathalie Kiti, si vous avez une ultime adresse autour de cette décision, que direz-vous en termes de conclusion? Moi, je pense que tous les Béninois doivent s'approprier du contenu de cette décision et faire pression sur le gouvernement. Je pense que nous avons de nouveaux léviathans boiteux qui ne respectent rien aujourd'hui dans le monde. Ils sont de plus en plus nombreux. Vous en avez au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu partout aujourd'hui, surtout en Afrique. Mais seule la pression peut les amener à respecter les lois de la République, à respecter la volonté populaire. Donc, ce n'est que cette pression qui reste aujourd'hui. Cette décision porte un coup de main à l'opposition béninoise qui, depuis 2016, conteste la gouvernance politique du chef de l'État. Elle est aujourd'hui renforcée dans sa lutte pour exiger que les élections de 2021 soient des élections ouvertes, concurrentielles et qui soient organisées sur la base de la Constitution du 11 décembre 1990. Merci à vous, M. Nathalie Kiti, Maître Fatiou. Et si vous devez faire comme une ultime adresse autour de cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme pour conclure, que diriez-vous? Je dirais la même chose que Nathalie Kiti qui vient de dire cette décision replace non seulement les Béninois au cœur de la cité, mais elle leur permet de se réattribuer leurs droits et de faire en sorte que plus personne ne s'impose à eux. Et je réitère la proposition que je venais de faire il y a quelques instants. Je mettrai à leur disposition, avec l'aimable participation de mon co-débatteur, le modèle qui leur permettra de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour imposer, parce qu'il n'y a que comme cela que nous y arriverons, pour imposer à nos dirigeants actuels de nous respecter et de respecter l'état de droit qui leur a permis d'arriver à la tête de l'État en 2016. Parce que s'il n'y avait pas eu des gens respectueux de cette situation-là, ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'y seraient pas. Et c'est ça qui est le plus important. On ne peut pas aujourd'hui incendier la maison qu'on a retrouvée intacte et nous dire que circuler, tout va bien, regardez ailleurs parce que le feu ne se propagera pas puisque nous allons l'éteindre nous-mêmes avec nos propres instruments. Le seul instrument aujourd'hui qui permettra d'éteindre l'incendie bénin, c'est la Constitution du 11 décembre 1990 avec le consensus national, avec des élections, des institutions libres et indépendantes, le COSLEPI revisité, la liste électorale revisitée, la Sénat audité et expurgé de tout ce qui est partial, partisan, et ainsi de suite. Une élection libre, sans aucun artifice d'exclusion, avec le système de parrainage totalement reporté, s'inédié, le temps que nous nous retrouvions notre vivre ensemble. Et c'est cela le plus important. Merci à vous, Maître Fatiou Ousmane. Merci également à vous, Monsieur Nathalie Kiti, chers téléspectateurs. Grand merci. L'arrêt et la décision de l'exécutif reste très attendue. On reviendra vers vous dès qu'elle sera connue de tous. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de Kalmas. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.